Nous allons essayer de montrer aujourd'hui un sujet qui, du point de vue médical et didactique, est de grande importance, non seulement pour les traitements, mais encore pour l'enseignement. Et ce sont les groupes multifamiliaux en psychiatrie et en psychanalyse, comme le dit notre titre. Ainsi se trouve avec nous le créateur de cette technique, le Dr Jorge García Badaraco. Parmi ses nombreux titres, nous savons qu'il est professeur émérite de l'École de médecine de Buenos Aires, ex-président de l'Association psychanalytique argentine et bien sûr un prestigieux psychiatre et psychanalyste argentin. Mais de plus, en tant que collègue, je dois dire que ce fut lui qui a fait venir en Argentine des thérapistes occupationnels dans les années 60. C'est lui qui a pu former la communauté thérapeutique de style psychanalytique, et c'est lui qui a fait les premières démarches pour créer en Argentine l'internat en psychiatrie, l'hôpital de jour et bien sûr la thérapie de groupe multifamilial qui nous convoque aujourd'hui. J'ai donc le plaisir de donner la bienvenue au Dr García Badaraco, et voilà ma première question. Que sont les groupes multifamiliaux? Le groupe multifamilial est une expérience thérapeutique que j'ai commencée à l'hôpital Borda de Buenos Aires au début des années 60, réunissant des patients aliénés de mon service avec leurs familles et conduisant les dialogues d'un point de vue thérapeutique, ce qui m'a ouvert un nouveau panorama pour l'usage de la psychanalyse, c'est-à-dire de l'interprétation psychanalytique, de la façon de penser psychanalytique, de la façon de penser en petits groupes et de la façon de penser en thérapie familiale. Dans un contexte multifamilial, on peut intégrer la pensée psychanalytique orthodoxe avec la pensée en groupe et en thérapie familiale. Dans un contexte psychosocial ample, à grand groupe, qui permet d'incorporer plusieurs dimensions. Pour illustrer ce que tu vas développer au cours de cette bande, tu as apporté des images enregistrées à l'hôpital Borda pendant que tu conduisais un groupe multifamilial. De quelle époque sont ces images? Ont-elles été captées avec des gens que tu connais ou des gens nouveaux? Pourrais-tu nous faire une petite introduction? J'ai énormément de matériel de magnétoscope de différentes époques, de différentes années, mais dernièrement, je suis en train de terminer un livre sur les groupes multifamiliaux. J'ai pensé qu'illustrer avec quelque chose de filmé, cela permettrait de montrer des aspects très difficiles à décrire en paroles. Et c'est un peu le sens que je crois pouvoir donner à ces bandes. Par ailleurs, j'utilise ce matériel en ce moment pour une présentation. Ce sont deux groupes filmés à 1 mois de distance. Ce sont simplement deux groupes filmés à 1 mois de distance à Borda.
avec des patients et leurs familles que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais ni leur diagnostic, ni leurs antécédents, ni rien. Et j'entre en contact avec eux comme conducteur du groupe spontanément, et voilà. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Exactement, bien sûr, ça a ses inconvénients. Mais en ce cas, ça a l'avantage de démontrer qu'il est possible de faire naître spontanément un climat de confiance, de dialogue, d'approfondissement de sujets personnels qui, parfois, peuvent prendre des années avant d'en parler avec quelqu'un. Et en quelques moments surgissent des climats très intéressants, avec un grand potentiel thérapeutique et la capacité de désaliéner les gens, ce qui fait que les malades mentaux hospitalisés à Borda n'aient pas l'air de malades mentaux, qu'ils aient l'air en tout cas de névrosés du commun, comme toi et moi. Soyons bénévoles. Avant de passer à la bande, et je crois qu'elle va être très éloquente, je veux signaler que la pensée du docteur García Badaraco est si importante qu'en ce moment, ces deux textes ont été traduits à d'autres langues et vont être présentés en Europe prochainement. Bon, voyons les premières images. Ensuite, le docteur va nous expliquer de quoi il s'agit. Bon, je crois que nous avons avancé un peu. Il me semble que ce qui est important, c'est de voir combien vous avez peur de lui et combien tu as peur, toi, de ta mère. Le docteur dit que tu deviens braque quand tu la vois ou comme ça, par peur, probablement. Et pendant que nous y sommes, nous pouvons peut-être vous aider, ta mère et toi. Et elle se met dans tous ces états. C'est peut-être parce qu'elle ne sait pas quoi faire de toi ou pour l'effet que tu lui fais. Mais les enfants, il faut leur transmettre de la sûreté, les appuyer, les défendre. Ben oui, quand on peut. Quand on peut, non. Si, quand on peut. Ouais, quand on peut. Et quand on ne peut pas, faut essayer, analyser, mais elle ne fait pas de thérapie. Et comment donc? Elle est en train de suivre une thérapie en ce moment. Ah, si c'est comme ça. En ce moment, nous sommes tous en train de faire de la thérapie. Tous, moi aussi, je suis en train de faire d'une thérapie, moi aussi, parce que j'apprends de vous tous. Bon, il me semble qu'il y a ici une problématique sans doute pareille qui a peut-être à voir avec ce que nous sommes en train de dire. Parfait. Nous avons vu une image qui illustre bien la possibilité de faire penser le groupe. Si tu veux ajouter quelque chose, ce dont nous parlions là, c'est que les patients, des fois, la famille leur dit « ça va mal, hein, t'es fou », et ils se sentent poursuivis comme ça, n'est-ce pas? Donc, à un moment donné, on voit un patient, il parlait, et sa mère s'incommode, et lui dit « mais t'es fou, t'es mal, hein ?» Il y a de plus une certaine violence. Une rétroaction dans l'interaction comme une sorte d'interdépendance pathogène qui fait naître une pathologie. J'essaye de recontextualiser cette interdépendance pathogène dans un champ mental plus grand quand je dis, par exemple, que la mère a peur de la violence du fils et le fils, très sûrement, a peur de la mère. Alors, parler de la peur de l'autre, c'est une façon de recontextualiser la violence d'une façon plus pensable. La violence ne nous permet pas de penser. La peur de la violence nous donne la possibilité de penser la violence. À mon avis, il y a quelque chose de bien marqué.
Quand le jeune homme dit « mais elle ne se traite pas », et tu lui réponds « eh bien, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ?» Exactement. Donner en ce moment de la valeur à ce que nous faisons. Un moment privilégié où arrivent des choses neuves, où apparaissent des capacités nouvelles que les patients nous montrent, dont ils ne disposent pas chez eux quand les envahit la violence et quand il y a une rétroaction pathogène. Je crois que la prochaine séquence illustre encore mieux cette histoire de la rage. Et oui, parce que nous voyons ce que nous pourrions nommer la rage en crescendo et comment la rage en crescendo peut engendrer un renfort de maladie. Nous le voyons maintenant? Mais oui. Ta mère a peur de toi, elle a peur de ta violence. Mais elle m'embête jusqu'à ce que j'éclate. Ta mère a peur de ta violence et je crois que toi aussi, et lui aussi, et toi aussi. Tu as dit que tu pouvais devenir très violent et que tu pouvais arracher la tête à quelqu'un. Bon, on peut arracher la tête. Bon, façon de parler, mais de toute façon, c'est violent. Mais ça ne justifie pas que ma mère me dise tous les matins, tu es malade. Vous avez dit que j'arracherais la tête à quelqu'un. Non, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Bon, d'accord, je vais à ce que vous avez dit. Ce que je ferai le matin, c'est-à-dire si j'ai quelqu'un qui 7 jours comptés à la semaine me dit tu es malade, c'est-à-dire si tout d'un coup je suis pas si malade, peut-être tout soudain que je suis pas si malade, on me croira peut-être pas, peut-être qu'on me croira pas, peut-être que d'un coup je lui montrerai à quel point je peux devenir malade, peut-être j'essaierai de lui montrer ce que je peux être beaucoup plus malade, alors je le battrai. Ce que dit ce jeune homme est vraiment très éloquent. Que nous en dis-tu, Jorge? Je crois que ce qu'il dit, ce qu'il explique de lui-même, est très relié avec ce que disaient d'autres patients dans ce même sens. Ce n'est pas enregistré parce que nous essayons de synthétiser et de montrer quelques images d'une séquence suivie, mais qui est bien plus longue. Ce qui nous intéresse, c'est que de cette façon, ce qu'il explique, c'est à mon avis une sorte d'interprétation de comment on tombe malade. On peut rendre l'autre plus malade et réciproquement. Et ça, c'est une situation invivable qui te mène à dire à l'autre qu'il est fou. Et celui qui a le plus de pouvoir, c'est lui qui emmène l'autre à l'asile de fous. Mais en réalité, au fond, ce que nous devons transformer, et c'est ce que j'essaye de recontextualiser par ce travail, faire comprendre qu'aller à l'asile, ce n'est pas pour l'y enfermer parce qu'il est fou. Non, c'est un endroit où pouvoir vivre, où pouvoir se mettre à penser, parce que la folie réside au sein de la famille et pas à l'hospice. C'est à mon avis une description parfaite. Maintenant, nous allons suivre la bande et voir la séquence que tu intitules « La rage continue au-dedans ». Oui, c'est ce que dit un patient à un moment donné. Et comme nous allons le voir, j'essaie de faire comprendre que la rage, que l'on peut considérer comme une part de la maladie parce qu'elle s'exprime, c'est comme si le patient était furieux et c'est ce qui le rend malade. Si on peut comprendre la maladie, on peut aussi le recontextualiser. Autrement dit, la maladie faisant partie d'une santé en puissance. Ce n'est pas la rage en elle-même qui fait tomber malade. Ce qui rend malade, c'est le contexte où elle s'engendre. C'en est l'expression. C'est l'expression d'un contexte qui vous rend fou. Voyons les images. Je suis la maman de Gustave, je veux demander quelque chose. Je suis la maman de Gustave, il a été hospitalisé l'année dernière. Il est revenu cette année, mais par ses propres moyens.
Vous voulez dire par ses propres désirs? Oui, désirs. Parce qu'il est venu ici. Oui, l'année dernière. Donc il en a gardé un bon souvenir. Je ne sais pas. La première fois, si ça se trouve, il a fallu l'amener un peu de force et ensuite, non. C'est ça. C'est ce que j'explique à ta mère pour qu'elle comprenne que le fait que tu aies voulu venir ici, c'est positif pour toi, pour elle, pour tout le monde. Ah oui, oui. Moi, sincèrement, il y a des moments où je sens que c'est lui qui perd le contrôle. Moi, qu'est-ce que je fais? S'il perd le contrôle, que faites-vous? Gustave, pourquoi sa mère dit-elle ces choses? Parce qu'elle pense qu'il y a des aspects de toi qu'elle ne connaît pas suffisamment. C'est vrai, il y a des choses encore qu'elle n'est jamais arrivée à savoir. Elle ne te connaît pas encore. Non, je crois que non. Alors justement, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles elle ne me connaît pas. C'est pour ça qu'elle ne me connaît pas. C'est pour ça qu'elle n'a jamais pu, jamais su m'appuyer. Bon, mais peut-être c'est pour ça que, si ça se trouve, nous pouvons lui enseigner à elle un petit quelque chose et toi te la faire mieux connaître. Pourquoi disais-tu que tu es venu ici? Parce que c'était le seul endroit où y demeurer. Pour y vivre. Bon, je vais l'expliquer. Moi, après la première sortie que j'ai eue, bon, un peu ma famille n'a rien voulu savoir. Moi, je n'étais pas complètement bien quand je suis sortie. J'avais encore je me sentais mal, bien mal. La situation, c'est que là où nous vivions, la maison, maman devait s'en aller, tout ça. Moi, j'avais déjà trouvé du travail, de sorte que j'aurais pu m'en aller vivre avec elle, mais elle n'a pas voulu. Alors, elle nous a laissés, mon frère et moi, là où nous vivions. Elle s'en est allée. Elle a vendu tous les meubles. Et elle nous a laissés comme ça à la dérive, et j'admets que j'ai eu des éclats de violence. Mais ce que je ne peux pas encore accepter, disons, ce qu'il m'en coûte d'accepter plutôt, c'est qu'elle m'ait abandonnée comme ça. Elle, ma tante, elle a emporté ce que m'avait laissé ma petite amie, mon ex-amie plutôt, une fille avec qui j'étais sortie pendant 2 ans, et l'abandon était total. Bon, ben pour moi, ça a été terrible, ça. Pour moi, ça a été choquant. Être sorti de l'hôpital et me retrouver tout seul. Et elle me disait, paye-toi une chambre, commence à vivre seul. Mais je n'étais pas préparée pour ça. Je n'étais pas préparée, je ne me sentais pas encore préparée. J'avais des peurs et bon, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à lui en vouloir. J'avais de la rancune, beaucoup de rage, n'est-ce pas? On l'a vu à la dernière réunion. Beaucoup de rage. Mais bon, au-delà de tout ça, celui qui doit se débrouiller maintenant, c'est moi. La rage, je l'ai encore. La rage, je l'ai bien à l'intérieur. Nous venons de voir cette image de la rage à l'intérieur. Je crois que le monologue de ce jeune homme l'illustre fort bien. Comment l'analyserais-tu? J'aimerais préciser que ces jeunes faisaient là ma connaissance parce qu'ils ne me connaissaient pas du tout et ils se mettent à parler comme s'ils me connaissaient toute la vie. C'est un climat qui se forme, qui permet que des choses si profondes affleurent. La rage, je l'ai encore dedans, c'est une expression qui évidemment signifie comment, très souvent, ces sentiments de vengeance et de ressentiment t'attrapent et font que la personne ne puisse pas exercer ses puissances saines. Elle demeure attrapée dans la rage, par la rage, attrapée par la maladie, attrapée par le ressentiment. Mais dans notre contexte, cela se dilue, cela se démonte. Il y a un sujet très intéressant, il figure dans mon livre, comment démanteler la rage. C'est très intéressant. C'est pourquoi
À un moment donné, on va le voir tout de suite, j'essaye d'obtenir que la mère comprenne que la rage, le ressentiment de son fils qui le rend malade, est justifié par tout ce qui est arrivé. Même si ce n'est pas bien qu'il dise « je vais te casser la figure » ou « je vais te faire n'importe quoi », et quelle est les peurs. C'est compréhensible. Compréhensible, je veux dire, c'est pensable. Et dès que quelque chose devient pensable, ce n'est déjà plus de la maladie, c'est ça tout juste. Ensuite, je crois que nous avons comme sujet les retrouvailles. Cette histoire de retrouvailles nous montre comment, dans un bon climat, une fureur de plusieurs années peut se dissoudre et il peut y avoir des retrouvailles affectueuses, des retrouvailles créatrices, avec tout ce qu'il y a de positif, d'émotionnel, de sain et qui a très bon aspect. Eh bien, voyons-le. Maintenant, tu pourrais penser que quand tes parents, si bien ta mère que ton père, n'ont pas pu t'appuyer, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas eux-mêmes en condition de pouvoir le faire. Ah ça, oui, ils n'étaient pas en condition. Son père à lui, nous sommes séparés, nous autres. Lui, il a vécu un temps avec son père. Son père a une femme, il ne la supportait pas, il est parti de chez son père. C'est pour ça qu'il est venu ici. Nous nous habitions dans une pension, lui je l'ai amené avec moi à la pension, il y a vécu avec moi un temps, et le travail. Bon, moi je lui ai dit, viens vivre là, toi tu as dit ça va à un moment, moi je ne t'ai pas interrompu. À un moment, il s'est fâché, je ne me souviens plus pourquoi, il a dit, je ne te casse pas la figure parce que je suis ici, à la pension, quoi. À votre avis, je n'ai pas, je veux dire, je ne peux pas avoir peur. Il m'a battu. Je vais te casser la figure, ou quoi que ce soit, c'est très mal. Mais, et bien sûr que j'ai peur. Bien sûr que vous avez peur, c'est logique. Comment ne pas avoir peur? La violence fait toujours peur quand on l'écoute. Non, c'est compréhensible. S'il me dit à moi-même, je vais te casser la figure, moi aussi ça va me faire peur. Mais quand on écoute ce qu'il dit, la rage qu'il ressent est compréhensible, n'est-ce pas? Et alors? C'est elle qui ne comprend pas, elle ne veut pas encore l'accepter. Ça, elle ne veut pas encore l'accepter. Bon, eh bien, dis-lui, écoute, maman, je lui ai déjà dit, quand je suis en rage, je déborde et je dis des choses qui ne sont pas bien. Je m'en rends compte, mais avec la rage que j'ai, jusqu'à ce que je me calme, je ne vais rien faire pour dire pouvoir d'autre. D'autre part, je crois que cette fureur va se calmer quand je commence à un peu retrouver mon chemin dans cette vie. Parce que si j'ai une bonne amie qui me lâche ou qui m'abandonne, et toi tu me dis, est-ce que je sais que je dois me débrouiller seule, et tout ça me cumule, j'ai envie de flanquer le feu partout à tout ce que je rencontre, et... Et je veux dire deux choses de mon pas plus. Je suis père de 2 enfants, le patient César et Gabriela. Je vais donner la parole à Gabriela parce qu'elle a eu l'occasion de venir, elle a fait un effort, elle a demandé la permission à son travail, bon, elle est venue. Et je crois que je suis au milieu de tout ce que j'ai entendu ici parce que la relation entre César et moi, qui le dise lui, la communication n'a jamais été bonne. Ça a toujours été au milieu des disputes, des agressions. Et je pense, quand on y regarde au plus près, si ça se trouve, je me trompe, si ça se trouve, des fois, il crée des faits exprès pour provoquer une confrontation avec moi. Quand ça arrive, ça me rend fou, nous finissons mal. Si ça se trouve, je me trompe. Eux, moi, ils me reprochent un tas de choses. En tant que père, pas seulement César, Gabriela aussi, ils me reprochent un tas de choses. Bon, je leur passe le micro pour qu'ils disent, eux, parce que je crois en définitive que c'est d'eux qui doivent parler. Je peux intercaler quelque chose avant, mais bien sûr.
Je ne vous connais pas, ni lui, ni personne, mais si je prends tout ce que vous avez dit, je peux me tromper bien sûr, je le fais avec les meilleures intentions pour pouvoir introduire quelque chose de positif. Je peux parfaitement me tromper, excusez-moi. C'est-à-dire, je mets à sa place à lui, que je ne connais pas, et je vous dirai, écoute papa, si tu sens que j'essaie de produire une dispute avec toi, c'est vrai, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est la seule façon de t'avoir un peu avec moi, que tu t'occupes de moi. C'est en provoquant une dispute. Je peux me tromper. Des fois, je dis des choses un peu bizarres. Vous pourrez dire que je suis fou. Bon, mais ça ne fait rien. À vous. Bon, je crois que ce qu'il dit des disputes et tout ça, ça partait d'un moment où je me trouvais très mal, que les bagarres et tout ce que je causais avec les cris et les disputes que je lui causais à lui, c'était avec une double intention, pas ce que je faisais, c'était pour qu'il me rejette ou se rende compte de quelque chose et agisse, n'est-ce pas? Bon, c'est la seconde fois que je viens à la Réunion, je travaille à ces heures-ci et bon, je ne peux pas venir parce que, bon, avec la situation actuelle, on ne peut pas jouer avec son travail. Et bon, je suis venue parce que mon frère a commencé à travailler aujourd'hui et bon, devant tout le monde, je veux lui dire que je suis orgueilleuse de lui et que, bon, je ne lui démontre pas, mais réellement, je l'aime beaucoup. Je peux placer un mot? Vous deux, ça vous ennuierait beaucoup de partager cette embrassade avec papa. Ça va mieux maintenant, pas? Il me semble que quand vous pouvez vous embrasser, je ne sais pas si vous êtes à condition de vous embrasser maintenant ou s'il faut attendre, est-ce que je sais, une semaine, 10 jours, un mois, hein? Pourriez pas vous embrasser vous autres et arrêter d'enquiquiner? Allez, vas-y, embrasse ta mère. Allez, allez, va embrasser ta mère. Allez, allez, va embrasser ta mère. Allez, allez, va. Allez, embrasse ta mère. Pardon? César avec son père ou sa mère, je ne le connaissais pas, mais s'embrasser comme ça, avec tant d'affection, comme ça, dans la relation avec son père ou sa mère, je n'ai jamais vu ça et ça m'a attiré l'attention que vous ayez eu un semblable moment d'émotion. Je crois que c'est peu ce que je peux faire parce que je pense que dans son cas à lui, que lui aussi, il en fait peu. C'est peut-être peu ce que vous pouvez faire toute seule, mais ici nous sommes nombreux ceux qui peuvent l'aider. Le psychodynamisme que nous avons vu au cours de cette séquence est un peu plus instructif. J'aimerais que tu nous fasses part de quelques commentaires. On peut en faire énormément. Parce qu'il y a des aspects théoriques et des aspects techniques inclus dans tout ce que nous avons vu, qui surgissent spontanément. Et en réalité, c'est spontané, mais pas tellement. Ce n'est pas, disons, une génération spontanée. C'est d'une certaine façon le rôle, la façon que j'ai de conduire le groupe et sa dynamique. Ça engendre des phénomènes. À un moment donné, quand le père de César explique que l'heure que César le provoque, ça le rend fou, alors j'essaye de prendre les devants et dire ce que pourrait dire un César moins malade, qui est très agrafé avec les agissements de son père. Le père agit sur lui et il agit sur son père et le père agit sur lui.
Il y a là une interdépendance pathologique et pathogène des plus évidentes. J'essaie justement de dire, je vais insérer quelque chose de différent, et j'ose le dire même si je dis quelque chose qui ne leur plaît pas, mais c'est avec les meilleures intentions. Alors je parle comme si j'étais César. Et alors là, il naît toute une situation émouvante qui ensuite se généralise dans tout le groupe, et c'est à partir du moment où ils s'embrassent. Et de même, je suggère que le frère et la sœur s'embrassent, César et sa sœur, et comme ils laissent un peu à part leur père, je leur suggère, vous ne pourriez pas l'inclure, alors c'est là que se produit l'émotion. On voit très bien comment elle éclate chez ce patient, là, l'agressif, quand il dit qu'il n'avait jamais rien vu de si émouvant. Ah oui, ça je ne l'ai jamais vu, dit-il. Maintenant, pour cette première partie, nous avons deux sujets qui, je crois, sont très importants. Le problème de la sexualité, qui, je crois, est toujours sous-jacent chez les groupes, et le problème de comment les délires ne naissent pas comme ça, sinon qu'ils se trament depuis la réalité. Je crois que dans cette première réunion, ces deux sujets qui sont apparus vers la fin sont significatifs de sujets qui affleurent toujours. Mais dans ce cas, je crois que nous pourrions montrer quelques aspects intéressants, n'est-ce pas? Et tu nous en feras une analyse à la fin. Un commentaire. Parce que tu parles de peur et je te dis que j'ai eu peur plusieurs mois après. Moi, l'autre jour, quand Salvador était à la maison, il a passé très bien son samedi. Le dimanche, déjà, ça allait mal. Et à minuit et quart, il entre dans ma chambre et il me dit... Maman, je veux te dire quelque chose. Et ce qu'il me raconte me fait une telle horreur que je suis restée jusqu'à 4 heures du matin. Tu sais ce que j'ai fait? Moi, avant, je priais. Je ne vais pas à la messe, rien de tout ça, mais je m'accroche à la Sainte Vierge, ça me donne une force énorme. Bon, j'ai pris un demi-lexotanil et j'ai fait un peu de yoga parce que je me suis dit, quelle horreur! Une histoire au sujet de papa, épouvantable, et de maman, tout ça sexuel, j'en suis restée toute chose, ce n'est pas que... Alors je me dis, minuit et quart, à n'importe quel moment, il va revenir. Je lui dis à Salvador, s'il te plaît, va te coucher, va dormir, va te coucher, va dormir. Bon. Couche-toi, va te coucher. Je n'ai pas compris. Il est entré dans ma chambre à minuit et quart, très accéléré. Papa n'avait pas encore eu son attaque au cœur, il avait été chez mes parents. Lui, papa ne peut pas le sentir. Il le met en boîte, et alors une histoire on ne peut plus drôle, que maman avait eu 6 enfants par l'opération du Saint-Esprit, que papa était homosexuel et qu'il se masturbait. Bon, je ne peux pas répéter. Je ne veux pas le répéter. Alors, Salvador, écoute-moi. Et alors, il s'est mis à parler. Alors, je lui ai dit, Salvador, va voir un docteur. Moi, c'est pas que je fasse la moraliste, parce que j'ai toujours parlé avec mes enfants, mais il y a des choses que... non. Je lui ai dit, Salvador, c'est pas comme ça. Et puis, maman est une personne de 77 ans. Mémé est en bonne santé. Je le sais. Alors comme ça, à minuit et quart, il est entré dans ma chambre et alors là, j'ai eu peur. Et ce délire persécutif, sikh, s'est coupé d'un jour à l'autre. Maman a dû parler à ses frères et leur a fait comprendre. Ils sont bien le genre à faire ça, mais donc ils sont un peu malades, sont plutôt homosexuels, on leur a tiré dessus, ils ont été séquestrés. Moi, j'ai agi, ma mère ne veut pas le reconnaître. C'est la base des problèmes avec ma mère. Sachant qu'il y a 2 ans et demi, ils ont cessé de m'embêter, je me suis hospitalisée à l'Alvéar ici pour un délire persécutif. Un délire persécutif se coupe d'un jour à l'autre, même si j'ai dû appeler ma mère pour qu'il arrête de m'embêter, et ils ont arrêté de m'embêter de sorte que je suis bien plus tranquille, bien mieux. Avant, j'étais accélérée, et j'ai l'impression que tout ça... Toi, comment tu t'appelles? Salvador. Salvador. Tout ce que dit Salvador, c'est très complexe, que nous aurions besoin, nous allons avoir besoin d'un temps plus spécial pour pouvoir bien comprendre. Laisse-moi parler un peu. Mais il me semble que comme dans tout délire, il y a toujours une part de vérité.
Les délires, pour fantaisistes qu'ils soient, se construisent avec une part de vérité. Il y a toujours une part de vérité. Les délires, pour fantaisistes qu'ils soient, se construisent avec une part de vérité. Et pourquoi vous traitez de délire ce que je viens de vous raconter? Non, 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 je ne traite pas de délire ce que tu racontes. Je dis qu'on t'a dit que c'était du délire. Vous me donnez raison. Oui, mais écoute-moi un peu ce que je te dis. Je dis qu'ils ont au moins une part de vérité. Alors, une part pour toi et une part pour ceux qui disent que c'est du délire. Laisse-moi continuer un peu. Je ne veux pas dire que ce que tu racontes est entièrement vrai, parce que je ne sais pas. C'est la première fois que je t'écoute. Alors, donne-moi un peu l'occasion de te dire, bon, quand il y a une part de vérité, et nous allons devoir reconnaître cette part de vérité, pour que tu puisses, si ça se trouve, découvrir la part de fantaisie que tu ajoutes à la part de vérité. Il y a quelque chose qui a rapport à la sexualité de ton grand-père. Attends un petit peu. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et je ne veux pas me mêler de ça pour l'instant parce que c'est très compliqué. Mais, je crois que c'est du rapport. Et c'est très construit par toi avec les fantaisies que fabriquent tous les enfants sur la sexualité des adultes. Mais depuis la mentalité d'un enfant. La fantaisie des enfants sur les adultes. Mais vu depuis la mentalité d'un enfant, c'est ça qui parfois effraie beaucoup les parents. C'est une des parts qui font que les enfants, parfois, effraient énormément leurs parents. Alors nous devons aider à préparer les parents pour qu'ils aient moins peur de la sexualité des enfants, parce que sans ça, nous nous trouvons face à ce qu'elle disait, elle, comment tu t'appelles déjà? Ah, Gabriela. Ce que tu disais m'a fait penser que, regrettablement, les bons aspects de vous deux n'ont pas pu suffisamment être appuyés ou acceptés. Et alors, c'est là, quand apparaissent les aspects de ressentiment, douleur, souffrance, se sentir déplacé, incompris, et oui. Mais nous pouvons commencer parce que, quand vous vous êtes embrassés là, moi ça m'a paru authentique. Et à partir de là, nous allons pouvoir construire ce que, si ça se trouve, n'a pas pu être construit à une autre époque. Et ça ressemble à d'autres situations aussi. Donc, à partir de ce moment, toi aussi, tu vas pouvoir construire avec ta mère beaucoup de choses que tu n'as pas pu construire avant. Oui, mais tout ça, elle ne veut pas le voir parce que ce sont ses frères et ça la fait souffrir. L'expression qu'elle a sur la figure, ça me donne l'impression qu'elle en voit plus que tu ne le crois. Il y a un complément ici, je ne veux pas dire son nom, qui ne veut pas collaborer. Regarde un peu ta maman, elle comprend mieux que toi ce que tu crois. Bon, je crois que tu dois aller directement en commentaire parce que ce que nous venons de voir, c'est très engagé, n'est-ce pas? Ce que nous avons vu, cette mère qui parle de sa peur quand son fils apparaît dans sa chambre, et ça comprend cette histoire de l'horreur à la sexualité. Et l'autre sujet que tu as très bien signalé, c'est la vérité du délire. Il y a un moment de la réunion en groupe où les sujets qui surgissent, la forme dont d'un patient comme Salvador parle, met un peu tout le monde dans une situation incommode et difficile, spécialement la mère. C'est évidemment, comme il le dit très bien, ni depuis longtemps bonne partie des choses qui sont arrivées, auxquelles lui se réfère d'une façon assez confuse et délirante même, mais où l'on voit bien une part de vérité, et c'est ce qu'il défend. Ensuite, nous verrons dans l'autre réunion du mois suivant dont je participe, nous la verrons dans l'autre bande, on voit
que si on le laisse parler, peu à peu, il devient de plus en plus cohérent. Et l'on comprend chaque fois mieux à quoi il vise et où il va. En ce moment, écartons un peu l'incertitude que j'ai vécue moi-même quand il parlait. Ce que j'ai perçu, c'est qu'il parlait de choses très compromettantes. Il a même donné des noms que nous avons éliminés pour sauvegarder l'intimité de la situation. Et alors là, on voit que parfois, dans une situation comme ça, il faut contrôler les gens, sans ça ils exagèrent. Et ensuite, ils sont capables de dire des choses dont ils se vont repentir ensuite. Autrement dit, il faut freiner l'enthousiasme des patients ou des gens de leur famille qui se lancent et se dénudent par trop face aux autres. Tu avais mentionné ce qui était apparemment manifeste chez cette mère. Sa crainte naissait de ce que lui disait son fils et elle ne pouvait pas le voir. Refléter ça dans la crainte de ce que pourrait lui faire son fils. Oui, je crois que dans ce que tout décrit la mère de Salvador, que Salvador s'est présenté à minuit ou à minuit et demi ou à 4 heures du matin et qu'elle a peur de lui, etc., il y a une crainte envers les aspects incestueux qu'ils sont en train de vivre eux seuls, elle seule avec son fils ou ses fils, et qu'il manque là un père pour un peu remettre de l'ordre. Dans ce sens, il y a un climat incestueux latent dont personne ne parle, mais que tout le monde évidemment comprend. Maintenant, dans tout ce qu'il dit, le sujet, ce sont des sujets sexuels chargés de toute cette situation. Il mentionne le grand-père qui se masturbait, si, ça, l'autre que la grand-mère, est-ce que je sais. Et la mère horrorisée sans pouvoir écouter ce que son fils lui dit parce qu'elle a peur comme tout. Alors, je lance le sujet de la sexualité enfantine qui effraie les parents. C'est un sujet universel, même si à ce moment-là, il est un peu tiré par les cheveux, parce qu'il faudrait disposer de plus de temps et commenter un peu plus ce qu'ils viennent de dire. Je coupe un peu dans l'idée de refroidir l'histoire, parce qu'il me semble que ça commençait à déborder de partout. Et quant à la vérité dans les délires, c'est un peu une blague de ma part quand il me dit « Et pourquoi vous appelez ça délire ?» Et moi « Non, non, je ne traite pas de délire ce que tu dis. » C'est la première fois que je t'écoute, alors je ne peux pas savoir si c'est vrai ou non. Mais j'ai l'intuition, je crois qu'il y a une part de vérité dans ce que tu dis. Ensuite, nous verrons combien, mais il y a une part. C'est évident que lui, on l'a classé de paranoïaque, avec un délire, entre parenthèses, persécutif, comme il dit. Mais il y a une part de ce qu'il dit, ou plus sûrement il se réfère à des épisodes de sa vie qui l'ont frappé énormément et qui ont à voir avec la séduction infantile, la tentative de viol et ce genre de choses. Bon, alors pour clore cette première partie des groupes multifamiliaux, nous allons voir, on est fou ou on devient fou? Et le docteur García Badaraco fermera cette première partie. Je voulais demander, docteur, si on est fou ou si on devient fou? Tu parles d'une question. Tu étais fou quand tu es né? Moi, non, mais on m'a rendu. Tu as déjà vu un bébé fou? Et pourquoi est-ce que je suis tout seul ici? Moi, non. Alors, il n'y a pas de bébé fou, on ne le naisse pas. Bon, on ne le naisse pas, on ne le naît pas, non. Mais nous naissons tous. Ah, avec le lait, quand on prend le biberon, on te rend fou. Ah, quand on prend le biberon, on te rend fou. Moi, on m'a rendu fou, mais on m'a rendu fou. Ici, m'ont rendu fou, pourquoi est-ce que je suis ici à l'asile? Et qui m'a rendu fou? Les gens m'ont rendu fou, les gens. Cette question, je crois que nous sommes en train d'y répondre avec tout ce que nous disons ici. Vous ne croyez pas? Ouais. C'est-à-dire, au lieu que quelqu'un croit qu'il peut dire non parce que la maladie mentale vient de là et l'hérédité et tout ça, nous sommes en train d'apprendre tous ensemble de quoi il retourne.
partager un peu la folie. Exact. Très bien, très bien. Laquelle alors cesse d'être de la folie. Très bien, c'est correct. La mère de ce patient va parler. Quand il est venu ici, il se sentait très mal. Ici, il est normal. Quand il vient à la maison, il est complètement normal. Le seul mal qu'il a, il a mal parce qu'il s'est séparé de sa femme, il a les enfants à l'école, il a une fillette qui n'était pas lui non plus et qui a 15 ans. Il a des problèmes, il vit avec moi. Bon. Et il sort d'ici complètement normal. À tel point qu'il a travaillé comme chauffeur de taxi. Mais après, à cause des problèmes ou parce qu'il ne prend pas ses médicaments qu'il doit prendre, sa tête commence à travailler. Il perd pied, il revient ici comme il est maintenant, braque. Parlant quand il me l'a parlé maintenant, mais quand il commence à prendre ses médicaments, il commence normal. Il est normal, complètement, parlant non comme il parle maintenant, mais complètement normal. Et normal, ce qu'il y a, c'est qu'il lâche un médicament. Alors maintenant, le taxi ne va plus faire le chauffeur. Il va prendre ses médicaments, il va rester ici tout le temps qu'il faudra, jusqu'à ce qu'il sorte complètement bien. Parce qu'il a cette chance qu'il peut sortir. Et ça, c'est parce que je le dis, parce que je suis celle qui vit avec lui. Je suis celle qui l'a chez elle. Et quand il revient comme ça, c'est moi qui, il faut que je sorte travailler, j'accompagne une dame, alors c'est à moi de lutter avec lui. C'est pour ça que je l'amène ici, parce que je sais qu'ici, il redevient bien. Il redevient bien, mais il ne va pas sortir tout de suite, sinon jusqu'à ce qu'il soit bien. Et ces médicaments, il va les prendre quand je suis à la maison, parce que c'est moi qui vais commander. Bon. Cette première présentation apportée par le docteur Garcia Badraco au moyen de ces images si éloquentes, je crois qu'elle nous en apprend beaucoup, non seulement du point de vue technique ou théorique, mais aussi elle illustre les interactions qui arrivent au sein de différents groupes. Cela nous enseigne les interactions entre ces groupes. Jorge, pour clore cette première cassette, te semble-t-il de commenter « On est fou ou on le devient » ? Eh oui, c'est comme si ce patient espagnol, Ángel Luis, avait capté l'occasion qui se présentait de poser son problème de fond. C'est-à-dire que sa mère, qui le commande en tout, elle le conduit à la baguette, elle le met, elle le sort, elle l'emmène, elle va le forcer à prendre ses médicaments jusqu'à ce qu'elle dise le contraire, et pour surtout ce déplier d'autorité a dû influencer Ángel Luis depuis son enfance. Et en vérité, ce sont des traumas répétés ou actualisés que nous observons en ce moment entre sa mère et Ángel Luis et sa mère. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand le patient demande « on est fou ou on le vient ?» Il nous donne l'occasion de tenir compte de cette question. Et montrer qu'ici, personne n'aurait intérêt à expliquer la maladie mentale. Comment se produit-elle théoriquement? Qu'est-ce que la folie, etc. Mais encore, nous allons parler de ce qui nous arrive, et comme ça nous allons apprendre ce qu'est la folie. Parce qu'une fois que nous aurons appris, suivant le vécu, la folie aura disparu. C'est ce que je dis à l'hôpital. C'est-à-dire la folie partagée cesse de l'être. Il me semble que cela synthétise le mieux tout ce travail. Et ici, et comme détail très intéressant, c'est le patient lui-même qui le dit. Si moi, on m'a rendu fou, pourquoi est-ce que je suis tout seul ici? Bon, notre idéologie, c'est ça. Réunir le patient avec sa famille et la famille avec d'autres familles qui représentent le contexte social dans lequel nous vivons. Donc, toutes les dimensions dont nous avons besoin pour travailler sont là, pour qu'un patient puisse réussir un processus thérapeutique de véritable récupération. Donc, nous extirper de l'idée que l'espagnol, la mère d'Ángel Luis, représente, avec la façon tellement primitive qu'elle a et qui est même amusante si l'on veut,
bien primitive, elle s'impose. Il va rester là jusqu'à ce que je le dise, il va prendre ses médicaments, etc., etc. Comme si la maladie mentale, on pouvait l'enfermer dans une caisse, dans un moule. Et en réalité, ce qu'il réussit, c'est à faire grossir la maladie. Elle la produit sans s'en rendre compte. Alors il est intéressant de voir comment notre travail consiste à courir à la rescousse des couples symbiotiques, pathologiques, que nous dépistons si clairement dans ces groupes. Extirper chaque membre de la paire symbiotique et l'acheminer vers une individuation possible. Sans ça, la folie continuera de l'être. La folie, et ça se voit très bien ici, est de par sa nature même une folie à deux. Et espérons que ceux qui ont vu cette bande vont vouloir voir la seconde. À la prochaine cassette.